Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente des lois fondamentales d'électricité en courant continu. On va commencer tout de suite par une première notion qui est celle de circuit électrique. Alors voici un circuit électrique, voici le schéma d'un circuit électrique dans lequel on va trouver quatre éléments constitutifs. En numéro 1, un générateur. Ce générateur constituera la source d'énergie électrique. En 2, on va y trouver ici un récepteur, en l'occurrence une lampe, dont le rôle sera de convertir l'énergie électrique. En 3, un interrupteur, c'est un constituant électrique, dont on verra le rôle tout à l'heure. Et enfin, en 4, des fils de liaison qui permettent de connecter ensemble les éléments. Bien sûr, ces fils sont constitués d'éléments métalliques. Très souvent, on emploie le cuivre. Alors voici le montage qui correspond à ce que l'on vient de voir. On va retrouver le générateur, le récepteur, l'interrupteur et les fils. Alors le fonctionnement, il est très simple. Actuellement, l'interrupteur est ouvert et on ne constate rien de particulier. Si maintenant on vient fermer l'interrupteur, eh bien on se rend compte que la lampe brille. Cela signifie qu'il y a un effet lumineux. Et également, si on touche la lampe, on va se rendre compte qu'elle a chauffé, il y a un effet thermique. C'est la manifestation de l'électricité, et en l'occurrence ici, de la conversion du courant électrique en un effet thermique et lumineux. Alors on pourrait faire une autre expérience sur le même principe, en remplaçant la lampe par un autre élément. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais remplacer la lampe par une bobine de fil. Une bobine de fil, c'est tout simplement un fil qui a été enroulé sur lui-même. Et à proximité de cette bobine, je vais placer une boussole. Alors on voit que la position actuellement indiquée par la boussole, c'est vers la droite de l'écran. Si maintenant je ferme l'interrupteur, eh bien on constate que la boussole a changé de position. Alors c'est un autre effet produit par l'électricité, et en l'occurrence ici, il s'agit d'un effet dit électromagnétique. La bobine de fil ici a créé un champ magnétique qui a permis la déviation de l'aiguille de la boussole. Alors, pour comprendre ce qui s'est produit, eh bien, il faut aller au niveau de la matière. Dans les éléments métalliques, et dans ce circuit, il y a énormément d'éléments métalliques, on va y trouver des atomes dont certains électrons, celui ou ceux de la couche périphérique, sont dits électrons libres. Ils sont peu liés au noyau et sont donc capables d'être arrachés d'un atome pour être récupérés par un autre atome. Alors en temps normal, le mouvement de ces électrons est totalement anarchique. Il n'y a pas de raison que les électrons se déplacent plus dans un sens que dans l'autre. Par contre, lorsqu'on ferme l'interrupteur, eh bien, la source d'énergie électrique va contraindre les électrons à se déplacer tous dans le même sens. Et c'est ce phénomène qui est responsable des effets que nous avons pu constater précédemment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le courant, l'électricité est liée à un déplacement d'électrons. Alors pour quantifier les phénomènes électriques, on va avoir besoin d'un moyen
de quantifier le nombre d'électrons qui se déplacent en un temps donné dans un fil. Plus il y a d'électrons qui se déplacent dans un fil, et bien plus l'effet produit par ces électrons va être important. C'est pour ça qu'il va être utile d'être capable de les mesurer. Alors pour mesurer le débit des électrons, il faut mettre en place un appareil de mesure. Et cet appareil de mesure, c'est un ampèremètre. Il se positionne en série dans le circuit, de façon à être parcouru par tous les électrons qui vont parcourir le circuit. Donc là, actuellement, on peut voir que l'ampèremètre affiche 0 ampère, c'est normal. L'interrupteur est ouvert, aucun phénomène ne se passe. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, eh bien, l'appareil maintenant affiche une intensité, ici, 0,25 ampères. Ces 0,25 ampères caractérisent la quantité d'électrons qui circulent chaque seconde dans le circuit. Il est possible de faire une analogie avec l'eau. Dans un tuyau, lorsque de l'eau circule, eh bien, si on veut quantifier l'eau qui circule dans un tuyau, eh bien, on va mesurer le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui circule par unité de temps, qui s'exprime par exemple en litres par seconde. Dans un circuit électrique, c'est exactement la même chose. L'ampèremètre va mesurer des charges électriques, c'est-à-dire des coulombs, par unité de temps, par seconde. L'ampèremètre est un appareil qui affiche donc l'intensité, et cette intensité du courant électrique s'exprime en ampères. Alors, il y a un point important à bien comprendre, c'est que pour que l'intensité puisse exister dans un circuit électrique, il est absolument indispensable qu'il y ait un générateur. C'est ce qu'on vient de voir dans l'expérience précédente. Si on supprime le générateur, et c'est ce qu'on fait quand on ouvre l'interrupteur, eh bien il n'y a plus de courant électrique. Ça veut donc dire que le générateur joue un rôle important dans l'existence du courant électrique. Alors, ce qui se passe en réalité, c'est que grâce au générateur, on va imposer au récepteur, ici nous c'était une lampe, une différence de potentiel entre ces deux bornes. Ça veut donc dire concrètement, si on prend l'exemple de la figure qui est représentée ici, que entre le point A et le point B, qui caractérise les extrémités du dipôle que l'on utilise ici, eh bien l'existence du courant I, elle est due à l'existence d'une différence de potentiel entre les deux extrémités. Alors là encore, on peut faire une analogie très simple avec de l'eau. Si on imagine un tuyau parfaitement horizontal, il n'y a aucune raison pour que de l'eau circule dans un sens ou dans l'autre. L'eau va stagner là où elle se situe. Si au contraire je prends deux récipients, que je positionne à des altitudes différentes, et que je relie par un tuyau, eh bien dans ces conditions, on va voir s'écouler le débit, s'écouler l'eau entre le réservoir supérieur et le réservoir inférieur. Alors en l'occurrence, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a une différence d'altitude entre les deux récipients, et c'est cette différence d'altitude qui permet l'existence du débit d'eau. Eh bien en électricité, c'est exactement la même chose. L'existence de la différence de potentiel permet l'existence du courant électrique. Alors dans un circuit électrique, les choses sont parfois un petit peu plus complexes et on peut avoir un nombre de composants assez important. Alors pour se repérer, on positionne des flèches qui matérialisent les différentes
différences de potentiel que l'on va être capable d'observer dans un tel circuit. Là encore, on peut faire une analogie avec des différences d'altitude. Alors, pour que ce soit très clair, on va ici illustrer les choses à travers le dessin que vous avez à gauche et le circuit électrique. Chaque élément du circuit électrique va correspondre à une partie du dessin, ici, qui représente la montagne. Donc la partie que je viens de représenter ici en marron, eh bien, c'est le point bas de la montagne, et il nous servira de point de repère. Alors ensuite, si je regarde dans mon circuit, j'ai une autre partie du circuit électrique qui va être ici. On peut remarquer qu'elle est séparée de la zone en marron par le générateur. Il n'y a pas de liaison directe entre les deux. Entre la partie en marron et la partie en jaune ici, eh bien on voit par exemple le générateur. Il y a donc un objet, un dipôle, entre les deux. La partie en jaune, eh bien on va la retrouver ici, sur la montagne. Alors, on continue. Maintenant, je vais aussi isoler cette partie-là en rouge, qui, vous pouvez le constater, est également séparée des précédentes et des autres par des dipôles, en l'occurrence de la partie en jaune par ce dipôle-ci, de la partie en marron par celui-ci, et la partie en rouge, ici, sur mon dessin, elle va se trouver à cet endroit-là. Enfin, dernière partie du circuit, c'est cette partie-ci, qui est également isolée des autres par des dipôles, que l'on va positionner ici sur le dessin. Alors maintenant, ce qu'on peut observer très facilement, c'est que chacune des flèches qui a été représentée sur le schéma électrique, flèches qui représentent donc des différences de potentiel, eh bien on va pouvoir les retrouver sur le dessin comme étant des différences d'altitude. Ainsi, la différence de potentiel V1, eh bien on va la retrouver entre la partie marron et la partie jaune. C'est donc cette partie-ci, cette partie-là du dessin. La tension, la différence de potentiel ou tension, V2, elle est située entre la partie en jaune et la partie en rouge. Elle correspond à cette différence d'altitude-là. Entre la partie rouge et la partie marron, V3, qu'on va retrouver sur le dessin ici. Et puis, de la même manière, on va retrouver V4 et V5. Donc on voit qu'il y a une analogie que l'on peut faire sans aucune difficulté entre des différences d'altitude et des points sur un circuit électrique. Et ces points sur le circuit électrique, on voit qu'à chaque fois, on les a trouvés en regardant les zones qui étaient séparées des autres par des éléments. Alors si on souhaite mesurer la différence de potentiel, on va devoir utiliser un voltmètre qui va être positionné pour de telle manière qu'il perçoive la différence d'altitude, la différence de potentiel entre deux points du circuit. Ici, le voltmètre a été positionné de telle manière qu'il va mesurer la tension aux bornes de la lampe. Actuellement, l'interrupteur est ouvert, la tension aux bornes de la lampe est nulle, et c'est bien normal, aucun courant ne circule dans la lampe. Si maintenant on ferme l'interrupteur, eh bien on constate que la lampe brille, il y a donc un courant qui circule, et ce courant circule parce que maintenant, il y a une tension. On va s'intéresser maintenant à un dipôle spécifique, c'est la résistance. Alors la résistance, elle a comme propriété de convertir toute l'énergie électrique qu'elle reçoit en chaleur. Alors voici un exemple
d'une résistance qui est parcourue par un courant I et qui est soumis à une tension que l'on a notée VAB comme étant la tension entre le point A et le point B. Eh bien, ce circuit va nous permettre d'énoncer une loi très importante en électricité, qu'on appelle la loi d'Ohm. Et cette loi d'Ohm, elle s'écrit de la manière suivante. La différence de potentiel, donc ici c'est VAB, est égale au produit de la résistance par l'intensité du courant électrique. On va ajouter les unités. La tension, la différence de potentiel s'exprime en volts. La résistance s'exprime en ohms. Et l'intensité s'exprime en ampères. C'est la loi d'Ohm, une loi très importante en électricité. Alors ce que l'on peut faire, c'est assembler plusieurs résistances pour former un ensemble de résistances. Et dans ce cas-là, ce qui va nous intéresser très souvent, c'est d'être capable de déterminer la résistance équivalente à un groupe de résistances. Alors il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, celui qui est représenté ici, c'est le cas où les résistances sont en série. Alors on reconnaît des résistances qui sont placées en série parce qu'elles sont parcourues par le même courant. C'est le même courant qui circule dans la résistance R1, R2 et R3. Alors dans ces conditions, la résistance équivalente, c'est-à-dire la résistance unique qui pourrait remplacer les trois résistances R1, R2 et R3, elle se calcule de la façon suivante. Ce sera tout simplement la somme des résistances. On va donc avoir la résistance équivalente qui vaut R1 plus R2 plus R3. Deuxième situation, les résistances sont cette fois-ci placées en dérivation les unes par rapport aux autres. Alors cette fois-ci, ce qui est commun aux trois résistances, c'est la différence de potentiel. La différence de potentiel pour V1, pour V2, pour R1, pour R2 et pour R3 va être identique. Si on place différents voltmètres aux bornes de chacune des résistances, on trouvera la même valeur. Par contre, ce qui peut être différent ici, ce sont les intensités. Alors dans ces conditions, eh bien, le calcul de la résistance équivalente est un petit peu plus compliqué que précédemment, et il va s'exprimer ainsi. L'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses de chacune des résistances. On va donc avoir ici 1 sur REQ qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On arrive maintenant aux lois principales de l'électricité. Alors il n'y a pas beaucoup de lois pour résoudre les problèmes d'électricité. La première de ces lois, on l'appelle la loi des nœuds. En électricité, un nœud, c'est un endroit où plus de deux fils viennent se rejoindre. Vous avez ici l'exemple d'un nœud composé de 3 fils. La loi des nœuds dit la chose suivante. En fait, c'est une loi qui exprime le fait que les électrons ne peuvent pas s'évader. Et si les électrons ne peuvent pas s'évader, eh bien on en tire la conclusion suivante. Tous les électrons qui sont entrés dans le nœud doivent en sortir. Alors ceci se traduit de la façon suivante. La somme des courants entrant dans le nœud, donc ici cette somme c'est I1 plus I2, est égale à la somme des courants qui ressortent du nœud, et ici, il n'y a que I3. Ceci est la première des lois de Kirchhoff, loi fondamentale de l'électricité en courant continu. La deuxième loi, c'est la loi d'émail.
Alors, pour exprimer la loi des mailles, il faut commencer par annoter le circuit électrique. On va donc donner des noms sur le schéma électrique aux différentes tensions qui ont été repérées par des flèches. Bien évidemment, avant de donner des noms, il faut positionner les flèches. Ici, on peut voir qu'il y a une flèche pour chacun des constituants du circuit. Alors, pour exprimer la loi des mailles, il faut commencer par représenter une maille. Une maille, c'est un circuit fermé, sans interruption, qui part d'un point pour y revenir. Alors, je vais par exemple partir de ce point-là, effectuer ce circuit, et je reviens au point de départ. Et là, j'ai créé une maille. Alors, dans ce circuit, on pourrait créer d'autres mailles que celle-ci. Alors attention, on n'a pas le droit de faire de croisement quand on définit une maille. Le deuxième point important dans la création de la maille, c'est que je vais choisir un sens de parcours pour cette maille. Ici, je l'ai repéré avec la flèche. Je vais parcourir la maille dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, bien évidemment, il faut un point de départ, puisqu'on doit faire un circuit fermé qui revient à son point de départ. Alors à partir de là, pour énoncer la loi des mailles, ça va être très simple. Chaque fois que je vais rencontrer une tension, je vais compter cette tension positivement si elle est dans le sens de la maille, et négativement dans le cas contraire. Alors voici ce que ça donne. Ici, je commence par traverser la tension V1, et je suis, entre guillemets, dans le bon sens. Donc je compte V1 positivement. Ensuite, je vais traverser V2, mais mon circuit, vous voyez, qui traverse V2 du haut vers le bas. V2 est donc compté négativement. Puis je passe à travers V4, et cette fois-ci, je traverse V4 de la gauche vers la droite. Je suis à nouveau dans le bon sens, positif. Et enfin, je traverse V5, mais je suis dans le sens inverse. Je compte moins V5. Eh bien, et j'ai terminé, puisque quand j'ai traversé V5, eh bien, vous pouvez constater que je n'ai plus de tension jusqu'à revenir à mon point de départ. Eh bien, la loi des mailles, elle dit que la somme algébrique des tensions dans une maille est nulle. Alors c'est une loi très importante qui va nous permettre de résoudre des circuits électriques, et cette propriété est vraie, quelle que soit la maille dans le circuit. On termine par quelques éléments sur la puissance et l'énergie électrique. Alors par définition, la puissance, quelle que soit la situation, c'est vrai en mécanique, c'est vrai en chimie, c'est vrai en électricité, la puissance est toujours une grandeur d'effort multipliée par une grandeur de flux. En électricité, et plus particulièrement en courant continu, donc la puissance se note P, et en électricité, la grandeur d'effort, eh bien c'est la tension, et la grandeur de flux, c'est l'intensité du courant électrique. On écrit donc en courant continu P égale U fois I, avec la tension en volts, l'intensité en ampères, et la puissance en watts. Enfin, l'énergie. Alors l'énergie, c'est tout simplement la puissance multipliée par le temps. Donc ça veut dire que si je connais le temps de fonctionnement d'un appareil, eh bien je peux calculer l'énergie qu'il consomme, puisque l'énergie qu'il consomme, ce sera tout simplement la puissance multipliée par le temps de fonctionnement. Alors, on a vu que la puissance, c'était des watts. Le temps, on l'exprime en secondes. Et dans ces conditions, on obtient de l'énergie en joules. Ceci conclut cette vidéo. Je vous conseille de la regarder attentivement, de relire les compléments qui s'y rapportent, si vous ne l'avez pas fait,
et d'effectuer les questionnaires qui se rapportent à chacune des différentes parties.